m'appelle Emmanuel de Montbron, je suis gérant d'une propriété familiale sur laquelle il y a une partie agricole et une partie forestière. Alors, sur la partie forestière, il y a environ 750 hectares, essentiellement du pin maritime, et il y a une cinquantaine d'hectares de feuillus qui sont principalement sur des bords de ruisseaux. Et c'est une propriété qui nous a été transmise par notre père qui lui-même l'avait d'une tante, et donc de génération en génération, on a essayé de continuer à restructurer la propriété et puis d'améliorer les reboisements et la sylviculture. Il se trouve qu'on a eu la bonne pioche dès le départ parce qu'on a pris une essence qui est vraiment très adaptée à notre contexte de climat et de sol et qui est capable de pousser aussi bien dans de la lande sèche, de la dune du littoral ou dans le marais. Et donc c'est vraiment le 4x4, l'essence 4x4 qui passe partout. Et donc ce massif petit à petit s'est agrandi et fait à peu près aujourd'hui 1 million d'hectares sur les 3 départements des Landes, Gironde, Lot-et-Garonne et un petit peu en Dordogne. Alors petit à petit avec la forêt, c'est aussi constitué un réseau d'entreprises et d'industries qui sont capables de valoriser ce que l'on produit. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir un tissu industriel très diversifié et qui nous permet de valoriser et d'utiliser toute la récolte. Alors aujourd'hui, après les 2 tempêtes, on récolte à peu près 6,5 millions de mètres cubes de pin maritime. Donc on produit avec un objectif de bois d'œuvre. Donc on a les premières parties de l'arbre en partant depuis le bas où on trouve la qualité qui va servir à faire de la charpente, du parquet lamprey, des meubles, enfin tous les bois de qualité. Et plus on va monter dans l'arbre et plus vont apparaître des nœuds, puis on va pouvoir utiliser ça pour faire de la caisse, du caissage, de l'emballage, de la palette qui est un gros débouché pour le pin maritime. Ensuite on arrive encore un peu plus haut dans du bois qui n'est plus sciable mais qui peut être utilisé pour ce qu'on appelle de la trituration, c'est-à-dire soit pour faire des panneaux d'agglomérés, soit pour faire de la trituration, papier, carton, voire de la chimie verte qui se développe aujourd'hui. Et puis éventuellement on peut aussi dans d'autres sous-produits que sont les souches ou les aiguilles, faire aussi de la chimie verte ou du bois énergie. Donc on a tout ce tissu industriel qui est présent et qui nous permet avec un objectif de bois d'œuvre d'avoir un débouché final mais aussi un débouché pour tous les sous-produits que sont les bois d'éclaircie au cours de la production du cycle de vie de l'arbre. Si vous voulez, pour prendre les choses un petit peu dans l'ordre, tout à fait au fond là-bas, on ne les voit pas très bien, mais il y a une coupe rase, donc c'est une coupe qu'on a fait l'année dernière. Donc ici, on fonctionne par cycle. Donc une fois que les arbres sont mûrs, on les récolte entièrement. Et ensuite, on laisse le terrain reposer pendant 2 ans, enfin 2 étés, pour des raisons sanitaires, pour que tous les vieux bois soient dégradés et qu'il n'y ait plus de risque d'attaque sanitaire sur les jeunes plants qu'on va mettre ensuite. Donc après les 2 années et 2 étés, on va reboiser. Donc ici, on a depuis les années 60 mis au point des itinéraires techniques qui sont basés sur l'observation et l'expérimentation qu'on a pu faire et qui nous ont permis de mettre au point des itinéraires. Donc l'itinéraire le plus classique ici, c'est d'abord de faire un bon nettoyage du sol pour repartir avec un terrain facile à travailler. Faire ensuite un labour, donc soit un labour en plein, soit un labour en bande, suivant si ce sont des landes humides ou des landes sèches. Et ce labour va permettre de préparer le terrain et de bien le nettoyer pour qu'on puisse implanter ensuite des plants qui vont pouvoir pousser sans être concurrencés par la végétation. Donc on plante. En général, aujourd'hui, on plante entre 4 et 4,50 m entre les allées. On plante environ à 1200-1300 tiges par hectare. On plante essentiellement parce que la plantation nous a permis, depuis un certain temps, de pouvoir valoriser et profiter le matériel génétique nouveau. C'est-à-dire qu'on a, depuis les années 60, fait de la sélection génétique qui nous a permis d'avoir des arbres qui poussent mieux, plus vite, plus droit. Et c'est plus facile d'avoir ça avec de la plantation qu'avec du semis. Donc on plante. Et puis après, au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge des arbres, on va aller sélectionner les sujets qui ont des défauts, les fourchus, qui ont été attaqués par du gibier, qui sont malades, des choses comme ça. Et on va progressivement adapter la densité à la circonférence des arbres pour leur permettre de grandir sans être gênés par leurs voisins. Donc on va commencer à 1200-1300 tiges et puis ensuite on va enlever à peu près 25% de la population à chaque étape. Une première vers 12-15 ans et puis ensuite à peu près tous les 5-6 ans on va refaire ce qu'on appelle une éclaircie.
Aujourd'hui, l'objectif de la coupe rase, c'est aux alentours de 45 ans. Alors, suivant les propriétaires, suivant les terrains, entre 40 et 50 ans. Ce qui permet d'avoir le meilleur compromis entre avoir des arbres d'une belle taille qui sont vendables, qui correspondent à un marché, et en même temps ne pas les laisser trop longtemps sur pied une fois qu'ils sont mûrs, parce qu'au bout d'un moment, ils ralentissent un peu leur croissance d'une part, et d'autre part, on a un capital qui est exposé au risque, qui est important, et malheureusement, on a expérimenté avec les 2 tempêtes que le risque est très présent. Il y a le risque tempête, il y a le risque incendie, il y a le risque sanitaire. Donc à partir du moment où les arbres sont mûrs, ça ne sert à rien de les laisser debout, et on les coupe pour revenir donc à une nouvelle coupe rase et recommencer un cycle. Ce que l'on essaye, c'est d'essayer de travailler en synergie avec l'interprofession pour qu'on puisse avoir une adéquation entre notre production et nos débouchés. Donc on essaie de travailler en partenariat avec les industriels pour qu'on puisse continuer à développer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire un maillage industriel local qui nous permette de valoriser toutes les parties de l'arbre. Et ce qui est intéressant et encourageant, c'est que dans le bois construction, aujourd'hui, il y a pas mal d'investissements et d'innovations. Je crois qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, la RTE 2020, la réglementation thermique pour les bâtiments, il est prévu d'intégrer plus de bois dans la construction. Donc il y a pas mal d'entreprises du bâtiment qui commencent à s'intéresser au bois. On a à Bordeaux donc la conférence Woodrise sur les constructions d'immeubles de hauteur. Enfin, il y a pas mal de choses encourageantes au niveau du bois construction. Et nous, sylviculteurs, plus on peut avoir une valorisation du bois noble, plus ça nous intéresse. Mais il y a également d'autres innovations, notamment dans la chimie verte, qui a beaucoup progressé ces dernières années, et qui là aussi va permettre soit de trouver des nouveaux produits, soit de remplacer des produits de synthèse chimiques et peut-être plus polluants, à partir du bois et de l'arbre. Je crois qu'on est tous conscients face aux enjeux environnementaux de la place de l'arbre et de la forêt. Je crois que franchement, l'arbre est une des solutions aux problèmes environnementaux parce qu'on stocke du carbone de façon durable. Enfin, on le séquestre d'abord, ensuite on le stocke en l'utilisant dans des matériaux qui sont renouvelables et qui viennent se substituer à des matériaux qui sont beaucoup plus polluants et non renouvelables, comme l'acier, le béton, le plastique, l'aluminium, etc. Donc on a beaucoup d'espoir pour l'avenir et on pense que c'est vraiment un matériau d'avenir. Il se trouve qu'on a de la chance parce qu'on part avec une essence qui est particulièrement plastique, comme je vous disais tout à l'heure, et qui semble être capable de s'adapter à différents climats, puisqu'on retrouve le pin maritime depuis le nord de la France, la Belgique, mais en descendant tout l'arc atlantique avec l'Aquitaine, mais aussi l'Espagne, le Portugal, voire l'Afrique du Nord. Donc on est en train de... Déjà on part avec une essence qui est souple, qui a priori va pouvoir s'adapter plus facilement au changement climatique que certaines essences de feuillus comme les chênes ou les hêtres ou des choses comme ça. Et en même temps on travaille aussi à l'intérieur du pin maritime pour faire de la sélection sur des provenances un peu plus au sud. Par exemple aujourd'hui on travaille sur des variétés qui sont issues de Corse ou du Maroc, et qui nous permettent de préparer des variétés pour demain qui seront plus adaptées. Des stratégies aussi, c'est justement de pouvoir renouveler assez régulièrement nos forêts, parce que le réchauffement climatique va plus vite que le cycle des arbres. Et donc plus vous avez des cycles courts, plus vous pouvez remettre des essences qui vont être adaptées à ce changement climatique, à bénéficier de l'amélioration génétique que vous allez pouvoir avoir, etc. Donc c'est aussi une des stratégies qu'on essaie de développer, avoir un matériel génétique plus adapté et renouveler plus régulièrement les forêts. Il est intéressant de replacer cette sylviculture du pin maritime dans son contexte, un peu dans son écosystème. C'est vraiment un des sols certainement les plus pauvres d'Europe. Vous voyez, ce sable. Ici, en plus, on est dans une lande sèche. Et pourtant, grâce à l'homme, justement, on est sur une sylviculture qui donne une richesse à la biodiversité incroyable. Parce que l'on a cette mosaïque de parcelles. Ici, des jeunes plantations, là, des peuplements adultes, plus loin, une éclaircie, ici, des peuplements qui ont 3 ou 4 ans. Et à chacune de ces strates, finalement, va correspondre
un cortège animal, alors un cortège d'oiseaux. Ici peut-être vont nicher des engoulevents, des pipis de farlouse, de la fauvette pitchou. Et puis là peut-être ça sera plutôt le domaine du pic noir. Et puis la végétation aussi ne sera pas la même entre cette parcelle à éclaircir ou bien celle qui a 3 ans. Les insectes seront différents, les mammifères, alors bien sûr on pourrait parler du gibier, bon ça nous cause des gros problèmes, mais sinon les petits mammifères aussi vont être différents. Et donc on a à la fois, je dirais un peu symboliquement, ça nous donne vraiment une biodiversité très dynamique, mais aussi ça dynamise la biodiversité. Voilà, il faut le prendre dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment l'écosystème pin-maritime. C'est extrêmement riche et il faut vraiment le valoriser et le mettre en avant. C'est la mosaïque de nos sylvicultures, produites par nos sylvicultures, qui donne ces paysages très divers et qui crée cet écosystème unique, je crois, en France.